m'appelle Hugo Oriot, je suis écrivain et comédien. Et j'ai l'occasion aussi de donner quelques conférences, notamment sur la thématique de la diversité cognitive ou de la neurodiversité. Mon parcours personnel m'a amené à m'intéresser de près à cette notion qui est malheureusement souvent abordée par les institutions, les pouvoirs publics ou les professionnels concernés sous l'angle de la déficience et du misérabilisme. Et dans ce contexte qui tend à une forme d'uniformisation des individus et du monde, la question de la diversité cognitive, je pense, est très importante. Et donc j'ai l'occasion d'éveiller certains acteurs à ce sujet, comme par exemple les institutions européennes à Bruxelles, où j'interviens aussi à ce titre dans divers think tanks, comme le plus important, ou encore l'Agora 41, qui a été créé à l'initiative de l'ANSSI, pour arriver à détecter des talents qu'aujourd'hui on ne détecte pas. Et c'est valable dans de multiples domaines. On entend souvent parler à ce sujet des domaines de la tech, mais ça peut être valable également pour de multiples domaines dans lesquels on passe à côté de nombreux talents, de nombreuses compétences, de nombreux potentiels, que ce soit au sein du monde de l'emploi ou de l'éducation nationale. Alors, le profil cognitif d'un individu, c'est la façon dont il va percevoir les informations, les analyser et les utiliser. Et le profil cognitif d'une personne dépend de deux choses. Il dépend de son épigénétique, c'est-à-dire de son environnement. Par exemple, si vous mettez dans la même pièce, pour prendre une décision, plusieurs personnes qui ont tous fait la même grande école, qui viennent tous du même milieu social, eh bien, face à des problèmes souvent inattendus et multiples, vous aurez des solutions totalement similaires. Si vous rajoutez dans ce groupe-là une personne qui est par exemple plus d'un profil autodidacte, qui vient d'un autre milieu social, elle va forcément avoir une vision différente du problème et apporter des solutions différentes. La complémentarité entre tous ces profils permettra de combler ce qu'on peut appeler des angles morts cognitifs et donc d'avoir une plus large visibilité sur des paramètres avant d'engager le groupe dans une décision. Ensuite, le profil cognitif dépend aussi d'autre chose qui est le facteur génétique, comme par exemple l'autisme qui, de ce qu'on en sait aujourd'hui, dépend d'une combinaison polygénétique qui va induire un développement particulier, une trajectoire développementale particulière. Alors, ce paramètre peut être aussi utilisé, par exemple, quand on crée des groupes dans les ressources humaines professionnelles, dans le management du personnel, on se rend compte que le fait d'avoir des profils cognitifs différents d'ordre génétique dans une équipe va permettre aussi d'avoir des personnes qui vont exceller dans certains domaines et apporter une vision et un talent particulier qui va permettre de prendre une meilleure décision. On a des études menées notamment par des écoles comme Harvard ou Stanford, ont justement comparé divers groupes, des groupes homogènes et des groupes hétérogènes, que ce soit en termes de parité, que ce soit en termes de culture ou d'ethnie, et on s'est rendu compte que confrontés à des défis où il fallait trouver des solutions rapidement, eh bien, les groupes hétérogènes étaient meilleurs. Ensuite, on a commencé à se dire quel est ce facteur d'hétérogénéité qui pourrait faire en sorte, qui permettrait, qui serait la clé du succès. Et aujourd'hui, de plus en plus, les études se penchent sur la diversité cognitive. Le problème, c'est qu'en France, on a tendance encore à aborder ces questions sous l'angle de la déficience. C'est-à-dire qu'un profil jugé différent, qu'il soit autiste, qu'il soit dyslexique, qu'il soit dyspraxique, va être jugé en fonction de ce qu'il ne peut pas faire par rapport à la norme arbitraire que l'on a déterminée comme étant valable pour être performant dans un groupe. Or, ces paramètres vont mettre de multiples œillères et on voit dès l'éducation nationale la façon dont certains profils sont malheureusement souvent exclus du système. Donc, ils vont non seulement avoir une certaine perte de chance, mais ce qu'on a tendance à ne pas voir, c'est que c'est aussi le groupe qui va se diminuer également sa performance, son intelligence collective et sa chance aussi de pouvoir relever les défis aux multiples visages qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, le problème, encore une fois, c'est que c'est encore abordé sous l'angle
sous l'angle de la charité. L'angle de la charité ne peut pas fonctionner. On est aujourd'hui, par exemple, dans les politiques des quotas, bien souvent, et donc dès qu'une personne va pouvoir répondre à un profil que l'on va considérer comme un handicap, elle va servir en gros à combler les 6%, encore que beaucoup d'entreprises préfèrent payer l'amende plutôt que d'accepter de changer leurs normes systémiques et de fonctionnement pour pouvoir travailler avec ces profils. Et ça ne peut pas marcher. Ça marche parce qu'une entreprise n'a pas vocation à faire de la charité, elle est là pour faire de la marge et du profit. Et au niveau des personnes, on prétend les aider, mais on ne les aide pas parce que qui a envie d'être un objet de charité? On n'aborde pas du tout ça sous l'angle qui est pourtant le véritable angle sur lequel il faudrait l'aborder, l'angle pertinent, qui est l'angle de l'atout concurrentiel et stratégique. C'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui ont compris ça, mais évidemment, celles qui ont compris ça ne vont pas vous partager la recette de cela dans un monde qui est basé sur la concurrence et le capitalisme. On peut cependant voir que ceux qui arrivent avec succès à augmenter notamment les entreprises liées à l'innovation, on se rend compte que celles qui ont des profils diversifiés au niveau de leur personnel sur le plan cognitif ont beaucoup plus de chiffre d'affaires qui est lié à l'innovation, par exemple. Pour arriver à pouvoir faire en sorte que ces profils fonctionnent bien ensemble, cette hétérogénéité, pour qu'elles puissent s'émanciper, on ne peut pas faire de politique de diversité sérieuse sans envisager de changer un tant soit peu le fonctionnement du groupe. Or, on essaye de faire correspondre les profils atypiques bien souvent à des cases, ce qui ne fonctionne pas, parce qu'on va évidemment toujours tabler sur les domaines où ils sont moins bons que les autres, et on ne va pas du tout mettre en valeur les domaines où ils sont plus performants que les autres, car on va toujours justement les considérer comme des objets de charité ou de soins, malheureusement. Et je constate malheureusement qu'il y a très peu d'entreprises qui, alors qu'elles prétendent vouloir s'intéresser au profil atypique, vont induire une réflexion, sont prêtes à induire une réflexion sur comment créer un cadre psychologique sain, par exemple, qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer à sa façon et qui permet, mais ça implique évidemment une prise de décision beaucoup plus horizontale et de sortir des systèmes très pyramidaux dans lesquels on est aujourd'hui. Mais il y a du changement de ce côté-là. Je dirais que la diversité cognitive, la prise en compte de la diversité cognitive, l'appréhension de la neurodiversité, ce n'est pas une question souhaitable, mais vitale. Et j'espère que cette compréhension va finir par se généraliser. Je dirais qu'une fois qu'on aura commencé à prendre conscience collectivement que c'est un enjeu essentiel, eh bien là, il y aura des horizons qui pourront s'ouvrir.